Aujourd'hui, on rencontre Simon Bertrand, un artiste qui retranscrit l'intégralité de textes fondateurs de l'Occident. Ses œuvres agissent comme point de départ pour ouvrir le dialogue sur ces récits anciens qui nous affectent toujours. Salut Simon. Salut. J'aimerais qu'on parte du début. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené à cette pratique? Donc, j'étais à la maîtrise à l'UQAM en 2008-2009. J'étais en train de lire un livre, l'Odyssée d'Homère. Il y a une page qui me touchait particulièrement, puis j'ai décidé de la retranscrire. Comme un lecteur, des fois, prend des notes, mais moi, j'ai décidé de retranscrire cette page-là en entier sur un bout de papier. Mais à ce moment-là, ce soir-là, à ma table, il y avait sur la table un petit bout de papier, petit, là. Et donc, j'ai retranscrit de façon minutieuse tout le texte sur ce petit bout de papier-là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, là. J'avais un potentiel, si on veut. Puis, et donc, là, j'ai poursuivi ma lecture. J'ai retranscrit d'autres petites pages comme ça sur d'autres petits bouts de papier. Puis j'avais plusieurs pages de l'Odyssée que je pouvais mettre dans mes poches. J'avais plein de petites pages comme ça que je montrais aux gens de l'Odyssée. Il y a un jour, ce que j'ai décidé de... Je trouvais ça trop fragmenté. Je me suis dit, j'aimerais ça que ça soit tout sur une même surface. J'avais une toile qui était telle qu'elle, une toile vierge. Puis j'ai décidé de retranscrire l'Odyssée en entier sur cette surface-là. Puis je l'ai fait avec un crayon de mine. Puis je retranscrivais comme ça, et il y avait un déplacement. Puis Ulysse, dans son histoire, voyage et il se déplace d'une même manière, tu sais. Donc il y avait vraiment comme un parallèle entre ce que moi je vivais de ce déplacement-là, puis le protagoniste. Puis l'épreuve aussi, l'épreuve de retranscrire au crayon de mine sur une surface... C'est pas un papier, là, c'est un canevas de coton, il y a une texture, tu sais. Puis la friction, le crayon mine, c'est ma retranscription jusqu'à ce jour la plus difficile que j'ai faite, là, tu sais. Et donc, l'épreuve de retranscrire faisait des parallèles avec les épreuves que Ulysse traversait, tu sais. Et ça va plus loin que ça. Une fois que j'avais retranscrit pas mal toute la surface, il faut s'imaginer des mots alignés un en dessous de l'autre. Et ce qui se passait, c'est que je suis capable de dire, OK, à cet endroit-là, il rencontre le Cyclope. À cet endroit-là, il retourne à Ithaque. Et vice-versa. Les chapitres devenaient des lieux, finalement, sur cette surface. Comment t'as fait pour retranscrire 500 pages sur une même surface? Sur une même surface, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calcul d'abord. Je retranscris une page sur le papier et je le retranscris de la grosseur que je vais travailler. Puis après, je calcule la superficie d'une page, puis je multiplie cette superficie-là par le nombre de pages que j'ai. Donc ça, c'est l'équivalent d'une page. Je multiplie cette superficie-là par 500. Donc là, ça me donne une superficie et je travaille à l'intérieur de cette superficie. L'idée, c'est de donner à voir un livre. T'sais, on peut lire un livre, on peut le feuilleter, mais de le voir en entier d'un seul coup d'œil. Puis c'est de rendre visible le trajet qu'est un texte, qu'est un récit, finalement. Pour moi, un récit, une histoire, c'est un trajet, c'est un itinéraire. Un itinéraire qui a été suivi par l'auteur, qui a été suivi par le lecteur. Il y a un déplacement. Tu sais, quand l'auteur écrit. Ouais. Ensuite, c'est me mesurer au texte. C'est une épreuve, comme tu disais. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épreuve, mais aussi de me mesurer face à cette lecture-là, ces différentes lectures-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je le lis et je le retranscris intégralement. Il faut que je comprenne ce que je lis, finalement. Je lis 3-4 lignes, et là, je vais retranscrire la première ligne. Des fois, je vais lire la page. Après ça, je vais commencer à retranscrire la page du début. Souvent, je vais me donner un petit peu de quelques lignes d'avance pour savoir. Je ne veux pas écrire lettre à lettre. C'est vraiment... Je veux comprendre le contenu. Donc, je lis la page, je lis le paragraphe. Je retranscris peut-être une ou deux lignes. Et là, je continue. 2 autres lignes. Je relis le paragraphe. Mais je fais beaucoup de lecture, relecture, lecture, relecture. C'est beaucoup tout à propos de ça. C'est à propos d'une relecture des textes d'une certaine manière. Le fait que ça soit retranscrit à la main,
Pour moi, c'est important. Il faut que ça soit, puis que ça soit ma main en plus, puisque c'est moi qui lis, c'est moi qui apprends à propos de ces livres-là. Et c'est important parce que c'est un temps vécu, c'est un temps expérimenté. Pour moi, c'est un temps qui est charnel d'une certaine manière. Et de voir cette trace-là d'une main vivante, d'une main qui a vécu un temps spécifique, qui a retranscrit toute cette page-là, fait partie de, si on veut, ce que je donne aussi. Pour moi, c'est comme David et Goliath, d'une certaine manière. T'sais, moi, j'ai mes Goliaths. Mes Goliaths, c'est Platon, c'est Aristote, c'est la Bible, c'est Gilgamesh, c'est Virgile. C'est ces auteurs-là. C'est des monuments pour moi. C'est comme des monuments qui ont encore, d'après moi, une place prépondérante dans la société contemporaine, qui sont encore lourds de leur poids. Puis sont... Et ce que je cherche à faire, c'est une relecture, donc c'est de les dépoussiérer, c'est de les réactualiser d'une certaine manière, c'est de les mettre dans le contexte contemporain, de réouvrir le discours ou l'échange par rapport à ces lectures-là. T'sais. Puis par exemple, pour l'épopée de Gilgamesh, j'ai senti le besoin de montrer la fragmentation du texte. C'est une première des choses. OK. Parce que c'est un texte fragmenté? Ben oui, parce que ça a été trouvé sur des tablettes d'argile qui ont 4000 ans. C'est fragmenté. Il y a des trous. Oui, il y a des trous, exactement. Et moi, je voulais tenir compte de ces trous-là. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des espaces vides ici. Oh oui, on les voit. Tu vois? Il y a des espaces vides. Mais ces espaces vides-là, encore une fois, sont pas placés là au hasard. C'est des trous réels qui existent dans le texte lui-même. Des trous qui n'ont pas été remplis, finalement, dont des vers ou des passages qui ont pas réussi à retrouver d'une certaine manière. La couleur aussi du terre de Sienne. Ouais. Je voulais aller chercher la couleur de la terre, l'argile. C'était important que la couleur ait un lien, t'sais. Puis l'histoire elle-même reflète un peu le fait que je fais un aller-retour. Si on voit le texte, là, il fait le tour comme ça, il s'en va comme ça, puis il revient à son point de départ. Puis dans ce cas-ci, c'est le chemin même de Gilgamesh. Gilgamesh quitte sa cité, Uruk, parce qu'il vient de perdre son ami Enkidu. Il est dans le deuil. Et il doit quitter et il va chercher l'immortalité. Et il part en aventure, il rencontre des créatures et tout ça. Et finalement, il trouve l'immortalité, mais un serpent lui vole. Et donc, il doit retourner chez lui, bredouille, finalement, après avoir vécu toutes ces aventures-là. Puis c'est quand il revient chez lui, dans sa cité, parce qu'il est roi de sa cité, lorsqu'il revient à sa cité, il voit les murs de sa cité, d'Uruk, et il fait le deuil avec lui-même de cette perte-là de son ami Enkidu. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est le chemin de Gilgamesh qui fait le tour, finalement, et qui revient à son point de départ. Et ce qu'on voit aussi, en même temps, ce grand espace-là, à plein centre, pour moi, ça représente ce deuil-là. Ça représente aussi le 4000 ans qui nous espace, nous, en ce moment, du moment quand ça a été écrit. Puis la dernière chose qu'on voit, le cadre que ça crée, ça, c'est par la suite que j'ai réalisé que ça représente les murs d'Uruk, les murs de cette cité fortifiée qu'il retrouve à la fin de l'histoire. Oui, c'est très évocateur. Oui. Simultanément, je me suis mis à retranscrire la Bible. Je voulais retranscrire la Bible parce que c'est un des textes fondateurs. Je ne pouvais pas l'éviter. Oui, c'est sûr qu'on l'associe au christianisme, au catholicisme et tout ça, mais ça reste un livre. C'est le livre le plus lu au monde encore aujourd'hui. Et en 2009, j'ai trouvé la Bible Nouvelle Traduction, en fait. Ce qu'elle a de particulier, cette Bible-là, c'est que c'est une Bible qui a été reconnue par l'Église, mais qui n'a pas été acceptée. Donc, c'est comme la mal-aimée de toutes les Bibles, finalement. Il y a diverses raisons pour ça. Une des raisons, c'est que cette Bible-là a été traduite par des auteurs contemporains. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, ça faisait écho à mon projet qui commençait à naître, c'est-à-dire de prendre des vestiges, si on veut, ou des textes anciens, puis de les réinvestiguer. C'est ça que c'est, finalement. C'est des auteurs contemporains qui reprennent un vestige, la Bible, un ancien texte, et qui le revisitent. Ce que j'ai besoin aussi, c'est montrer les erreurs, mes erreurs de retranscription. Tes erreurs de retranscription? Oui, mes erreurs à moi. Donc, quand on regarde la Bible Nouvelle Traduction, la retranscription de la Bible Nouvelle Traduction,
j'ai biffé. Et ça fait partie de ce que je parlais tout à l'heure, la manière que je place le texte, les espaces, les biffures, parle du contenu. Donc, dans ce cas-ci, pour moi, les biffures, ça parlait des différents copistes, des différents scribes qui ont passé au travers et qui ont traduit et retraduit et réécrit la Bible à travers les âges. Là, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des omissions comme ça. Mais il y a aussi, puis je dirais pour la moitié de toutes les biffures que j'ai faites dans la retranscription de la Bible, c'est aussi des insatisfactions graphiques. C'est-à-dire la lettre était mal écrite. Je veux que ça soit lisible, que quelqu'un pourrait prendre une loupe et oui, s'attabler et tout le lire en entier en se déplaçant dans l'espace. Donc si le E était mal fait, je biffe. S'il manque un mot, je biffe. Si je fais une erreur, je biffe. Donc c'est un peu une accumulation de tous ces manquements-là. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est avec ce déplacement-là, qui se faisait sur 16 pieds de long, donc je me déplace, je marchais. Et donc le peuple se marche constamment. Il est constamment persécuté, surtout dans l'Ancien Testament, il est constamment persécuté par Dieu. Et là, il quitte, par exemple, durant l'Exode, il quitte l'Égypte et il se déplace. Et de même manière, moi, je retranscrivais et je me déplaçais comme ça. Fait qu'il y avait encore un parallèle entre mon processus, mon procédé, et ce déplacement-là dans l'espace. T'sais. Puis la Bible, je vais la reprendre juste pour la montrer parce que je trouve que c'est extraordinaire comme facture en soi. Elle comme a du objet. vécu, disons. Elle a du vécu. On voit que quand tu dis que le texte il se dépose, mais c'est ça, puis c'est une épreuve, on le sent en regardant ça, que c'est pas anodin, que c'est pas... c'est un petit peu presque sportif. Il y a un sportif. Il y a quelque chose de l'ordre de l'endurance. De l'endurance, oui, mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est la façon que je tiens le livre. Parce qu'il faut comprendre que je tiens le livre d'une main en entier, puis je retranscris de l'autre. Donc, pour garder ma page ouverte, ce que je dois faire, c'est que je dois coincer mon doigt à l'intérieur, comme ça. Oui. Tu vois, je l'écrase carrément, tu vois. Et là, je mets mon doigt, si je suis rendu là, et j'écrase mon doigt comme ça, et là, je retranscris, tu vois. Et là, de l'écraser comme ça, là, je change de page, je suis rendu ici, je vais l'écraser comme ça ici, je vais aller mettre mon pouce sur ce que je suis rendu, tu vois. Enfin, je suis toujours en train de le compresser, puis ça explique un peu le côté un peu, comment dire... Décrépit. Décrépit, oui, c'est ça. Une autre chose qui est importante, c'est que j'écris les dates. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais, tu sais, 2 avril, ça doit être 2010. C'est là, puis j'ai écrit aussi où est-ce que j'étais rendu, 38,7 cm. On part du haut, on descend de 38,7, puis on se retrouve le 2 avril 2010. Sur la surface. Sur la surface. Je peux savoir exactement ce que je suis rendu. Donc, à cause de ça, pour chacune des dates que j'ai écrites, ça devient comme un journal de bord, d'une certaine manière, de ma retranscription. De ton parcours. De mon parcours, exactement, oui. Pourquoi tu es artiste? À quoi ça sert l'artiste? Ouais, ben moi, des fois, je me dis, c'est comme respirer, hein? C'est comme marcher, c'est comme... ça fait partie... C'est pas quand je suis à la tâche tout le temps. C'est dur à expliquer, mais c'est un titre qu'on met aujourd'hui sur un plasticien qui présente des œuvres dans un espace et tout ça, mais pour moi, ça a quelque chose qui est peut-être propre à comment on regarde autour de nous et comment qu'on reçoit ce qui se passe autour de nous et comment qu'on peut en parler. C'est assez large. Un boulanger, pour moi, c'est un artiste. S'il fait son pain puis il aime qu'est-ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est un artiste. Il a trouvé sa voie. Il aime qu'est-ce qu'il est en train de faire, il le partage. Un enseignant qui aime qu'est-ce qu'il est en train de dire, un astronome qui aime parler de ce qui l'intéresse, pour moi, c'est artistique. Toute personne qui a une passion pour quelque chose et qui est capable de le partager, puis pour moi, c'est artistique. Donc, on peut cloisonner, mais on peut aussi se rendre compte que c'est quelque chose, c'est un titre qui est très large. Et donc, c'est pour ça que je ramène ça au quotidien, des fois, à quelque chose, comme faire quelque chose de bon pour un ami, c'est un geste artistique pour moi. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ah, ben, merci. Ben, merci à toi. Merci de nous avoir parlé de tout ton travail. Puis, félicitations. Merci. C'est gentil. Merci à vous.